Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lizzie Borden, qui est une femme qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle aux États-Unis. Elle a été accusée d'un double meurtre et vous allez voir que c'est une histoire absolument passionnante. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Andrew Jackson Borden et sa femme Sarah Borden ont eu 3 filles. Il y a d'abord eu Emma qui est née en 1851, ensuite il y a eu Alice qui est née en 1856 et qui est malheureusement décédée 2 ans plus tard d'une hydroencéphalie. Et ensuite est arrivée la petite Lizzie qui est née le 19 juillet 1860. Sarah, la mère, est décédée alors que la petite Lizzie avait à peine 2 ans et lorsqu'elle était sur son lit de mort, elle a fait promettre à sa plus grande fille Emma, qui avait une douzaine d'années, de bien veiller sur sa petite sœur. Et ça, c'est un rôle que Emma va énormément prendre à cœur. Vraiment, elle va s'y consacrer totalement et elle va finalement devenir un petit peu une espèce de mère de substitution pour Lizzie. Donc toutes les deux étaient vraiment très proches. C'était 2 sœurs extrêmement proches avec presque une relation finalement mère-fille. Le père, pour sa part, Andrew Borden, était le descendant d'une famille riche d'origine anglaise et écossaise qui s'était implantée dans la ville de Fall River dans le Massachusetts et qui était particulièrement influente et également très prospère dans cette ville. Andrew était lui-même à la tête de plusieurs sociétés de commerce, que ce soit dans les meubles, dans la fabrication de cercueils, dans les textiles. Il avait également plusieurs propriétés qu'il gérait et il s'occupait de plusieurs banques. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui était particulièrement aisé, il n'avait absolument aucun problème d'argent. D'ailleurs, sa fortune a été estimée à environ 300 000 dollars à l'époque, ce qui vous ferait un équivalent aujourd'hui de 8 370 000 dollars actuels. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, mais étrangement, il vivait d'une façon très très modeste. Si vous voulez, la ville de Fall River, elle se divise en plusieurs quartiers. On a le quartier des riches, le quartier le plus huppé qui est dans les collines en hauteur, qui s'appelle The Hill. Et c'est là-bas que vivaient la plupart des personnes de la famille de Andrew Borden, tous ses cousins, etc. Qui avaient des belles maisons là-bas. Et Andrew, lui, avait décidé de rester vivre dans une petite maison qui était beaucoup plus près du fleuve et juste à côté du quartier des ouvriers, dans une maison vraiment assez vétuste. Alors on pense que s'il avait voulu vivre là-bas, c'était principalement pour être tout proche de son travail, juste à côté de ses usines. Mais voilà, c'est assez étrange comme choix et c'était vraiment une maison qui avait l'air très très simple. Apparemment, il n'avait même pas l'eau courante ni l'électricité. Emma et Lizzie ont toutes les deux reçu une éducation chrétienne assez importante, j'ai envie de dire pas non plus extrême. C'est quelque chose dans lequel Emma n'a pas forcément poursuivi sa voie. Par contre, Lizzie, elle continuait à être assez impliquée. Elle participait notamment à pas mal d'actions caritatives. Elle faisait partie de plusieurs groupes un peu religieux. Et puis, elle intervenait aussi tous les dimanches matins ou toutes les dimanches journées pour faire l'école dans sa paroisse. Les 2 sœurs étaient très appréciées dans la ville de Fall River et on précise d'ailleurs que c'est assez rare pour des vieilles filles, c'est-à-dire des femmes qui sont arrivées à l'âge adulte et qui sont toujours célibataires, qui vivent toujours chez leur père. Et on les décrivait comme vraiment 2 femmes très douces, très serviables, qui étaient vraiment sympathiques avec tout le monde. Par contre, à la maison, ça ne se passait pas franchement aussi bien parce que environ 3 ans après le décès de Sarah, donc la mère de Emma et Lizzie, le père Andrew s'était remis en couple avec une nouvelle femme qui s'appelait Abby Gray et qui était devenue leur nouvelle belle-mère, ce que les 2 filles n'ont absolument pas du tout accepté et elles la rejetaient absolument constamment. Pourtant, de l'avis de la plupart des témoins, Abby n'était pas une mauvaise belle-mère, elle a vraiment beaucoup essayé d'être intégrée dans la famille, de devenir la nouvelle maman de ces 2 filles, mais ça n'a absolument pas marché, les 2 filles étaient vraiment très très hostiles et elles refusaient vraiment toute affection, amicalité de sa part.
Emma, elle était plutôt du genre à ne pas trop prendre part au conflit, elle restait plutôt à distance à chaque fois qu'il y avait des disputes qui éclataient. Mais par contre Lizzie, elle, c'était un peu l'inverse, elle allait tout le temps chercher des disputes avec son père et avec sa belle-mère. C'était vraiment une fille qui n'acceptait pas du tout le mode de vie que lui imposait son père. Elle n'arrêtait pas de lui reprocher ce mode de vie très pauvre finalement qu'elle vivait, qui n'était pas du tout en adéquation avec leurs revenus, avec leur statut social. Et vraiment, il y avait beaucoup de disputes par rapport à ça. Elle lui reprochait tout le temps la maison dans laquelle il vivait et puis aussi tout ce qu'il leur imposait parce qu'il était quand même très strict, Andrew. Apparemment, il les laissait vraiment pas beaucoup sortir de la maison. Il leur autorisait pas d'aller dans les soirées mondaines auxquelles ils étaient invités par la famille, justement dans les beaux quartiers. Il les autorisait pas non plus à rencontrer des hommes de leur même âge. Or apparemment Lydie, c'était vraiment quelque chose qu'elle espérait beaucoup, elle espérait rencontrer un homme fortuné avec qui se marier et pouvoir partir de cette maison, mais son père l'empêchait à chaque fois. Dès que quelqu'un commençait un petit peu trop à s'approcher de ses filles, il faisait en sorte que ces personnes ne puissent plus revenir à la maison. Et la servante de la maison, qui s'appelait Bridget Sullivan, a pu confirmer cette mauvaise entente entre les filles et les parents en expliquant par exemple que c'était extrêmement rare que les filles prennent le dîner avec leurs parents en même temps. Elles s'arrangeaient toujours pour être sorties ou en tout cas pour faire autre chose à ce moment-là et du coup pour pas avoir à manger en compagnie notamment de leur belle-mère. Et pour ne rien arranger, Andrew avait plus ou moins déclaré le fait qu'il comptait déshériter ses filles d'une partie de leur héritage afin de le reporter à sa nouvelle femme. Et du coup, ça créait encore plus de tension, bien évidemment. Alors comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses qui irritaient beaucoup Emma et Lydie, notamment tout ce qui était au niveau du mode de vie vraiment beaucoup trop modeste par rapport à leurs moyens. Et je pense que Andrew était un petit peu radin avec ses filles, il voulait jamais trop leur donner des choses ou leur donner de l'argent, leur payer des belles choses. Donc c'est quelque chose qui les faisait quand même particulièrement souffrir. Et ça a été encore plus attisé à partir du moment où leur père a commencé à faire des cadeaux quand même particulièrement importants à la famille de Abby, à la famille de sa nouvelle compagne. Notamment par exemple, il a acheté une maison à la belle-sœur de sa femme. Donc ça, quand les filles l'ont appris, elles ont vraiment très très mal pris parce qu'elles se rendaient compte qu'il gâtait beaucoup plus sa femme et même la famille de sa femme que elle-même ses propres enfants. Du coup tout ça, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de tensions au sein de la maison qui ont semblé apparemment particulièrement s'intensifier dans les semaines qui ont précédé le double meurtre. Et il semblerait que Lydie, c'était quand même une femme assez caractérielle. D'ailleurs, elle piquait régulièrement des crises, et ce depuis sa toute petite enfance, où il y avait déjà eu des épisodes un petit peu bizarres parce que des animaux avaient été vraisemblablement torturés, voire tués, puisque certaines personnes dans la maison avaient retrouvé des oiseaux et des chats décapités. À la fin juillet et au début août 1892, les parents Borden ainsi que leur domestique Bridget Sullivan tombent gravement malades de ce qui semble être une intoxication alimentaire qui provient probablement d'une espèce de viande périmée qui aurait été consommée lors d'un dîner selon le médecin de famille. Mais Abby va avoir une réaction un petit peu étrange et elle demande à son médecin s'il est possible qu'ils aient été empoisonnés, ce à quoi le médecin de famille répond qu'il ne peut pas répondre ni par l'affirmative ni par la négative, que en soi c'est possible. Mais qu'est-ce qui aurait bien pu faire penser à Abby que quelqu'un tenterait d'empoisonner la famille ? On sait que cette semaine-là, Andrew Borden avait eu une dispute avec un homme pour une histoire d'argent. Alors est-ce qu'il pouvait être la cible d'une quelconque malveillance ? C'est vrai que Andrew Borden, c'était pas quelqu'un qui était particulièrement apprécié dans la ville de Fall River, mais y avait-il quelqu'un qui pouvait le détester au point de vouloir le tuer ? C'était vraiment la question que se posait la famille à ce moment-là. Le 3 août 1892, John Morse vient passer une nuit chez les Borden. Pour vous situer un peu qui est John Morse, c'est l'oncle des deux filles, donc c'est le frère de Sarah, la première femme d'Andrew, celle qui est décédée. Et on ne sait pas vraiment en fait ce que venait faire John Morse chez les Borden à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi il est venu et on ne sait pas réellement comment s'est déroulé son séjour non plus. Certaines personnes pensent qu'il aurait éventuellement pu avoir une discussion avec Andrew autour du sujet de l'héritage et conversation qui aurait été interceptée par Lizzie qui avait un petit peu tendance à écouter aux portes, mais tout ça ne sont que des suppositions, on ne sait pas si c'est vrai ou pas.
Le lendemain matin, on est donc le 4 août 1892 et ça c'est vraiment la journée décisive que je vais essayer de vous décrire dans l'ordre chronologique de tous les événements. Au moment du petit déjeuner étaient présents dans la maison Andrew et Abby, l'oncle John Morse, Lizzie Borden ainsi que la servante Bridget Sullivan. Et il n'y a que Emma qui n'était pas là parce qu'elle était partie loin dans une autre ville rendre visite à des amis. Un petit peu avant 9h, l'oncle Morse part en ville pour affaires en prévoyant de rentrer pour déjeuner. Environ 20 minutes après, c'est au tour de Andrew de quitter la maison, il part faire sa petite promenade quotidienne. Abby de son côté monte au premier étage pour nettoyer les chambres, tandis que Bridget, la servante, va s'occuper de laver les vitres à l'extérieur de la maison. Vers 10h30, Andrew rentre de sa promenade et bizarrement, il trouve la porte d'entrée fermée à clé, qui n'arrive absolument pas à ouvrir, donc il va être obligé de frapper. C'est Bridget qui vient lui ouvrir et elle-même va avoir de la difficulté à ouvrir cette porte. Il y a une sorte de loquet qui est comme grippé, elle va devoir vraiment forcer un petit peu pour réussir à l'ouvrir. Et elle précise même qu'à ce moment-là, elle a laissé échapper un juron et que juste après ça, elle a entendu un gloussement qui semblait être la voix de Lizzie qui provenait du haut des escaliers. Je vous dis ça parce que c'est un élément qui va vraiment avoir son importance pour la suite. Andrew part alors s'allonger dans le sofa quelques instants pour faire une sieste. On suppose qu'il était encore un petit peu malade depuis cette fameuse intoxication alimentaire et qu'il avait besoin d'un petit peu de repos. Et sa fille Lydie va venir l'aider. Elle dit qu'elle l'a aidé à s'installer sur le canapé, qu'elle lui a enlevé ses bottes pour pouvoir lui mettre ses chaussons et qu'ils ont un petit peu parlé. D'ailleurs, Andrew lui a demandé où est-ce qu'était Abby et Lydie lui répond Abby a reçu un message de la part d'une amie qui était malade et qui lui a demandé de venir, donc elle est partie. Lydie va ensuite congédier Bridget en lui donnant la permission de sortir. Elle va même lui dire qu'il y a des boutiques pas très loin qui font des soldes et que c'est l'occasion pour elle d'aller faire du shopping. Mais Bridget, ne se sentant elle aussi toujours pas en forme suite à cette intoxication alimentaire, préfère regagner sa chambre au 3e étage afin de se reposer. Elle est réveillée environ 30 minutes plus tard, vers 11h10, par les cris de Lydie qui l'appelle « Maggie, venez vite !» Père est mort, quelqu'un est rentré et l'a tué. Bien sûr, Bridget descend en trombe et elle arrive sur Lydie qui l'empêche de rentrer dans le salon en lui disant qu'il faut absolument pas qu'elle voie cette scène et qu'elle doit tout de suite partir chercher des secours. C'est vrai que la scène de crime est absolument sanglante. Andrew est toujours allongé dans le canapé et il a reçu ce qui semblerait être 11 coups de hache au visage, sa tête est complètement en bouillie, son nez est carrément sectionné, il a un œil qui est sorti de son orbite et qui a été fendu en deux, bref il est totalement méconnaissable. La police est prévenue, le médecin de famille qui habitait juste à côté aussi, ainsi que des voisins qui commencent à tous arriver sur place et qui prennent en charge Lydie qui est quand même vraiment sous le choc de cette découverte. Le médecin va tout de suite lui faire une injection de morphine pour essayer de la calmer. Et pendant ce temps, c'est Bridget Sullivan ainsi qu'une voisine qui vont monter au premier étage et qui vont faire la terrible découverte puisqu'elles découvrent le cadavre de Abby qui est dans une des chambres d'amis, allongée, la tête face au sol. Elle a elle aussi reçu plusieurs coups de hache et apparemment avec encore plus d'acharnement que Andrew parce que elle a visiblement reçu un premier coup à la tête qui l'a tuée tout de suite, mais elle a encore reçu 18 autres coups de hache dans le dos après qu'elle soit déjà décédée. De plus, au vu du sang qui est séché, sa mort semble remonter à peu près 1h30, contrairement à son mari Andrew qui lui par contre vient tout juste d'être tué. Lizzie évoque tout de suite la récente dispute qu'il y a eu entre son père et un homme avec qui il travaillait et les enquêteurs vont vraiment s'orienter vers cette piste, d'autant plus que plusieurs témoins affirment avoir vu un rôdeur qui traînait dans le quartier ce matin-là. Par contre, en fouillant la maison, les enquêteurs vont faire quelques découvertes assez intéressantes, notamment plusieurs haches dans le sous-sol, dont une qui va vraiment retenir leur attention parce que le manche de cette hache a été coupé très récemment, comme si on avait voulu se débarrasser d'une partie du manche qui aurait potentiellement été tachée par du sang. Et encore plus étrange, cette lame, on dirait qu'elle a été nettoyée et qu'ensuite quelqu'un a réappliqué de la suie dessus pour donner l'impression que ça fait longtemps qu'elle traîne dans ce sous-sol, mais c'est pas assez convaincant parce qu'on voit bien qu'elle a été nettoyée et que la suie vient de fraîchement être mise dessus.
Les enquêteurs commencent alors à suspecter Lydie parce qu'elle donne quand même des informations assez étranges, voire même contradictoires dans ses dépositions. Par exemple, elle avait dit que quand son père est rentré, elle l'avait aidé à s'installer et à enlever ses bottes pour mettre ses chaussons, ce qui est totalement contraire à ce qu'on voit sur la scène de crime. Elle dit aussi que Abby a reçu un message pour la prévenir qu'elle avait une amie malade et qu'il la demandait, mais il n'y a jamais aucune trace de ce fameux message qui a pu être retrouvé. Elle rapporte aussi qu'au moment des faits, probablement, elle était à l'extérieur de la maison et qu'elle aurait entendu des sortes de bruits bizarres, comme des sortes de grognements, qui l'auraient vraiment fait se dire que quelque chose d'étrange était en train de se passer dans la maison juste avant qu'elle rentre. Et puis un petit peu plus tard, quand elle raconte la même histoire, elle dit qu'elle est rentrée dans la maison sans se douter de rien et que c'est là qu'elle a découvert son père. Et aussi, selon les dires de Bridget, la domestique qui a entendu son rire, Lydie se trouvait probablement à l'étage quand son père est rentré de promenade, ce qui est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que ça la place juste à côté du cadavre de Abby et qu'il est quasiment impossible qu'elle ait pu passer par là sans le voir. Et puis les policiers qui l'interrogent disent tous qu'ils se sentent mal à l'aise au contact de Lydie, qui vient quand même de découvrir son père et sa belle-mère massacrés et qui est extrêmement calme, extrêmement détachée lorsqu'elle raconte tout ça. Mais pour autant, à ce moment-là, Lydie n'est pas inculpée. D'ailleurs, cette enquête-là a vraiment été hyper malmenée dès le départ parce qu'il n'y a que Lydie et Bridget qui ont été interrogées dès le début. Donc ensuite, les autres réactions n'ont plus été prises à chaud de la même manière par tout l'entourage. Et puis, franchement, ils ont raté plein de choses parce qu'ils n'ont pas commencé à chercher s'il y avait des traces de sang sur Lydie. Ils se sont dit à la base que elle était pas bien, donc ils l'ont un peu mise de côté. Mais c'est quasiment obligé que si jamais c'était elle la coupable et que elle aurait forcément reçu des éclaboussures sur elle, même si elle s'était changée, même si elle s'était nettoyée, on aurait peut-être pu retrouver une petite goutte de sang qui nous aurait vraiment permis d'être sûr que Lydie était bien la coupable, mais comme ça n'a pas été fait, on est passé à côté de plein de choses. Et puis ensuite, ils ont carrément laissé Lydie et son oncle John Morse vivre dans la maison pendant les jours qui ont suivi le double homicide, avec aussi la venue d'une des amies de Emma et de Lydie qui s'appelait Alice Russell. Le 6 août, la police revient enfin dans la maison pour prendre un petit peu plus d'éléments pour enquêter à nouveau. Ils vont cette fois confisquer la fameuse hache un petit peu suspecte. Ils vont regarder dans les placards pour essayer de regarder les affaires des filles. Et puis ils annoncent officiellement à Lydie qu'elle est désormais la principale suspecte. Emma et John Morse, qui étaient eux aussi des suspects au départ, sont finalement écartés parce que ils n'étaient pas présents dans la maison au moment des faits et vraiment ils ont des alibis en béton hyper solides, donc on sait vraiment que c'est pas possible qu'ils aient été là au moment des meurtres. Quant à Bridget, la servante, elle est un petit peu mise à l'écart aussi par les enquêteurs parce que on découvre qu'elle avait vraiment de très très bonnes relations avec Abby et Andrew et ça ne colle absolument pas en fait avec la brutalité des meurtres. Le lendemain de cette visite, Alice surprend Lydie en train de déchirer une de ses robes en lambeaux pour pouvoir la faire brûler et elle se justifie en disant qu'elle s'est tachée avec de la peinture et que du coup sa robe est irrécupérable. Lydie est donc réinterrogée par les policiers suite à la découverte de tous ces nouveaux éléments suspects et ces interrogatoires-là se sont vraiment pas bien passés du tout, mais ça c'est vraiment la faute des enquêteurs. D'abord, ce qui a pas bien été pris en compte, c'est que Lydie était quand même constamment sous morphine, qui était prescrite par son médecin, qui lui injectait à cause de son état nerveux qui était extrêmement mal en point. Et donc en fait, le truc c'est qu'elle a eu plein de contradictions dans ses interrogatoires, comme je vous l'ai dit. Elle a dit plein de choses puis un peu leur contraire après. Elle a même oublié de donner des informations qui étaient importantes et qui auraient peut-être permis de l'innocenter ou en tout cas d'éloigner les soupçons autour d'elle, mais elle les a pas dit. Donc c'est assez compliqué de savoir au final si toutes ces choses-là c'était parce qu'elle mentait et qu'elle s'embrouillait à force dans ses mensonges ou si c'était induit par la morphine. Et puis le plus grave je pense c'est surtout que au moment de ces interrogatoires-là, Lydie n'a absolument pas eu le droit d'être accompagnée par son avocat. Finalement, le 11 août 1892, Lydie est arrêtée pour le double homicide et elle est emprisonnée dans l'attente de son procès.
Le procès va débuter à peu près un an après le début des faits, le 5 juin 1893, et à cette occasion, Lydie décide de plaider non coupable et sera défendue par 3 avocats de renom. L'alibi de Lydie qui va être présenté par la défense, c'est que ce matin-là, elle n'était pas dans la maison au moment des meurtres. En fait, elle se serait trouvée dans la grange qui était un petit peu plus loin. Elle y serait rendue pour aller chercher du matériel de pêche et y serait restée un certain temps pendant lesquels les meurtres se seraient produits. C'est quelque chose qui est quand même assez improbable, j'ai envie de dire. Déjà parce qu'il n'y a absolument aucune trace de pas qui a été retrouvée dans la poussière dans la grange ce jour-là. Et également parce qu'apparemment il faisait extrêmement chaud en cette journée. Et du coup on comprend pas trop qu'est-ce qu'elle aurait fait, pourquoi elle serait restée dans la grange pendant aussi longtemps. De leur côté, des associations féministes vont prendre la défense de Lydie car pour elles, il est absolument inconcevable qu'une femme ait pu commettre des actes aussi barbares. L'accusation de son côté va pas mal galérer lors de ce procès parce que malheureusement tous les interrogatoires de Lydie vont être jugés comme irrecevables puisque rappelez-vous, je vous l'ai dit, elle n'était pas accompagnée par un avocat. Or, c'est une condition qui est vraiment hyper importante afin que les aveux ou en tout cas tout ce qui a été dit lors de ces dépositions puisse être retenu au moment du procès. Donc tout ça était jugé irrecevable, d'autant plus qu'on disait qu'elle avait pris beaucoup de morphine à ce moment-là, donc que toutes les contradictions, toutes les choses qui pouvaient peut-être indiquer qu'elle avait menti, qu'elle n'était pas honnête sur sa version des faits, n'ont pas pu être prises en compte. L'accusation va néanmoins mettre en lumière les conflits qu'il y avait entre Lydie, son père et sa belle-mère, et puis ils avancent évidemment le mobile qui semble tout à fait évident, qui est celui d'un héritage. En plus de ça, on a le témoignage de Alice Russell qui affirme qu'elle a bien vu Lydie en train de détruire une robe à peine quelques jours après les meurtres, et ça c'est quelque chose qui ne sera même pas contesté par la défense. Et l'accusation va même trouver quelque chose d'hyper important parce que elle retrouve un pharmacien qui va venir témoigner que la veille des meurtres, Lydie a cherché à lui acheter de l'acide prussique, qui est une substance vraiment très très dangereuse, hein. C'est un poison, c'est quelque chose de létal. Et donc elle est venue dans sa pharmacie pour tenter de lui en acheter, mais ça lui a été refusé parce qu'elle n'avait pas d'ordonnance. Elle lui avait dit à ce moment-là que c'était pour nettoyer un manteau, mais lui avait refusé de lui en vendre. Mais là encore, cet élément-là va être rejeté par la cour qui va estimer que c'est pas un élément suffisant dans le cadre de cette enquête parce que c'est pas parce qu'elle a voulu acheter une substance qui est potentiellement dangereuse que ça signifiait qu'elle voulait l'utiliser comme du poison sur ses proches. Et les derniers éléments qui ont été présentés comme des preuves accablantes par l'accusation, ce sont les crânes des 2 victimes qui ont été présentés pendant l'audience lors du procès, car ces 2 éléments-là étaient admis, eux, comme preuves, et lorsque Lydie les a vus, elle s'est évanouie. Après 2 semaines de procès, le jury délibère pendant seulement 1 heure, ce qui est vraiment extrêmement rapide, ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord absolument tout de suite, et il va rendre son verdict. Lizzie Borden est déclarée non coupable du meurtre de son père et de sa belle-mère. Suite à sa libération, Lydie achète une belle villa nommée Maplecroft dans le quartier riche de Fall River, celui où elle avait toujours voulu vivre, et elle s'y installe avec sa sœur Emma. Comme elles ont toutes les deux touché chacune la moitié de l'héritage de leur père, elles ont vraiment beaucoup d'argent, elles se retrouvent très très riches et elles vont commencer à avoir un mode de vie beaucoup plus luxueux qu'autrefois. Bien qu'il y ait une partie de l'argent qui était reversée à la famille d'Abby, elles étaient vraiment très très confortables au niveau financier. Par contre, à partir de là, les sœurs et bien sûr Lydie en particulier vont être complètement rejetées par toute la communauté, par tous les citoyens de Fall River qui continuent à estimer que Lydie Borden est coupable du meurtre et qui la mettent naturellement complètement à l'écart. Une chanson populaire est alors inventée par les vendeurs de journaux et elle va même être reprise sous forme de comptine par les enfants américains et ce même jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est totalement rentré dans la culture américaine et les paroles de cette chanson c'est... Je vais pas vous le chanter parce que je vais épargner vos oreilles. Lydie Borden prit une hache et en donna 40 coups à sa mère, et quand elle vit ce qu'elle avait fait, elle en donna 41 à son père. À cette même période, Lydie décide de changer de nom et elle se fait désormais appeler Lisbeth Andrew Borden. En 1904, Lydie rencontre l'actrice Nance O'Neill avec qui elle va se lier d'amitié. Et l'année suivante, en 1905, elle fait une très très grosse fête chez elle en l'honneur de cette nouvelle amie. Peu de temps après cette fête, il y a une énorme dispute qui a éclaté entre Emma et Lydie, à la suite de laquelle Emma a pris toutes ses affaires et a quitté la maison, et apparemment les 2 sœurs ne se sont plus jamais reparlées depuis.
Personne ne sait vraiment quel a été le motif de cette dispute. Il y a deux principales théories. La première, c'est que Lizzie et Nance O'Neill avaient commencé à entretenir une relation d'amour. Elles étaient devenues des amantes et que quand Emma l'a compris et s'en est rendu compte, elle a vraiment été très très choquée puisque rappelez-vous, c'est quand même une femme qui est très croyante. Et donc que ça ne lui aurait pas plu et que c'était à l'encontre de ses valeurs et c'est pour ça qu'elle serait partie de la maison. Et l'autre théorie, c'est que Emma aurait découvert quelque chose qui aurait prouvé peut-être l'implication de Lydie dans les meurtres de son père et de sa belle-mère. Personnellement, je suis pas certaine de croire ni à l'une ni à l'autre de ces théories, mais malheureusement, on n'en saura jamais plus. Quoi qu'il en soit, Lydie va finir sa vie toute seule à Maplecroft. En 1926, elle tombe gravement malade et le 1er juin 1927, elle décède d'une pneumonie à l'âge de 66 ans. Très très peu de personnes vont assister à son enterrement qui n'est d'ailleurs même pas évoqué par la presse et elle va être placée dans une tombe du cimetière d'Oak Grove sous le nom de Lisbeth Andrew Borden. Elle lègue une partie de son héritage à la cause animale et une autre partie va revenir à son ancienne gouvernante Bridget Sullivan qui était toujours restée travailler dans la maison du crime jusqu'à ses jours. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, sur son lit de mort, Bridget va laisser un mot à l'attention de toutes les personnes qui espéraient qu'elle allait enfin livrer la vérité sur les meurtres. Je sais, je ne dirai rien. Les chiens auront mon héritage, eux seuls le méritent. Et du coup, selon certaines rumeurs, Bridget aurait aidé à couvrir les crimes de Lizzie. Alors bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et là encore, on ne connaîtra jamais la vérité. Quoi qu'il en soit, le crime est aujourd'hui encore non élucidé. Bon, voilà pour l'histoire. Alors selon moi, la culpabilité de Lydie ne fait pas vraiment de doute. Par contre, je pense qu'il y a encore pas mal de questions qui restent sans réponse malheureusement. Déjà, qu'en est-il de l'arrivée de John Morse dans la famille à ce moment-là? Est-ce que c'était une pure coïncidence ou est-ce que éventuellement il avait un lien avec les meurtres? Ensuite, pourquoi est-ce que la famille a été malade pendant tous les jours qui ont précédé les meurtres? Est-ce que là encore c'était une pure coïncidence ou est-ce qu'il y avait eu une tentative d'empoisonnement? Est-ce que Emma savait ce que sa sœur a fait et est-ce qu'elle était complice? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'elles avaient décidé de faire à deux. J'ai du mal à croire que Lydie ait pris cette décision absolument toute seule. Je sais pas du tout quoi en penser, j'ai du mal aussi à croire que Emma n'ait pas pu penser que sa sœur était la responsable de la mort de ses parents. Aussi, pourquoi est-ce que Bridget aurait décidé de couvrir les meurtres de Lydie si bien sûr Lydie est effectivement la responsable et si Bridget était au courant de ça, parce qu'on sait qu'elle était attachée à ses employeurs, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas débloqué toute l'affaire? Et enfin, quelles étaient les vraies motivations de Lydie? Parce que est-ce que c'était vraiment que l'argent ou est-ce qu'il y avait autre chose? Personnellement, j'ai du mal à imaginer un crime aussi brutal uniquement pour de l'argent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais j'ai un peu du mal et je me dis qu'il y avait peut-être une autre raison. Et il y a eu tout un tas de théories à propos de cette histoire. Moi, je vais vous parler de une en particulier parce que je la trouvais vraiment particulièrement intéressante et je trouve qu'elle expliquerait pas mal de choses. Là encore, c'est uniquement une théorie. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que vous devez être d'accord avec moi. Je vais juste vous la présenter parce que personnellement, je la trouve intéressante. En fait, selon cette théorie, Emma et Lydie, elles auraient été victimes d'inceste par leur père depuis leur plus jeune âge et ça expliquerait énormément de choses. Déjà, ce que certaines personnes ont remarqué, c'est que la situation familiale, la situation dans cette maison-là, elle regroupait plein de facteurs de risque de l'inceste. D'abord une indisponibilité sexuelle d'un côté, puisque je vous le rappelle, au moment de la naissance des filles, Sarah, donc leur mère, était vraiment très malade depuis plusieurs années, donc il y avait probablement pas de relation sexuelle entre elle et son mari. Et puis du coup des frustrations du côté de l'homme et une potentielle dépression. Évidemment, probablement après la mort de sa femme, il a dû avoir un vrai choc psychologique et du coup peut-être un espèce de besoin d'affection de la part de Andrew. Et puis aussi, il avait une place quand même très particulière cet homme, hein. Il avait une place centrale dans une maison avec uniquement des femmes. Et c'est quand même quelqu'un avec un profil psychologique un petit peu particulier, très très rigide, comme je vous l'ai dit, qui avait quand même des idées assez patriarcales, hein, qui dominaient vraiment toutes les femmes de la maison, que ce soit sa femme, ses filles et sa gouvernante.
Et donc du coup il y a des personnes qui pensent qu'il aurait peut-être pu commencer par violer Emma, puisque au décès de sa mère elle avait déjà une douzaine d'années, donc peut-être au moment de sa prépuberté et adolescence, et puis qu'il se serait ensuite pris à Lydie plus tard quand elle aurait grandi. Et puis comme je vous l'ai dit, on voit aussi que c'est un père qui isole énormément ses filles de l'extérieur, il les empêche de sortir de la maison, il les empêche d'avoir des contacts avec d'autres personnes et avec d'autres hommes. Et ça aussi c'est quand même un élément qui est vraiment très récurrent dans les affaires d'inceste. Et puis quand on regarde les filles, ce qu'elles sont devenues ensuite, elles sont quand même restées vieilles filles, elles sont restées célibataires absolument toute leur vie. On leur a pas connu de relation avec des hommes et ça peut potentiellement évoquer une espèce de méfiance envers la gente masculine, envers la sexualité qui proviendrait peut-être d'un traumatisme tel qu'un viol et un inceste. Du coup, si on suit cette théorie, je trouve que ça expliquerait bien pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel acharnement sur le visage du père. Parce que faut savoir qu'une attaque qui est faite comme ça, où on défigure vraiment la victime, ça signifie très souvent que l'agresseur, le tueur, est quelqu'un de l'environnement très proche, de l'environnement familial ou en tout cas très intime avec la victime. Parce que le fait de défigurer quelqu'un, c'est vraiment très symbolique en fait. Quand on défigure quelqu'un, quand on lui enlève son visage, eh bien on lui retire son statut d'être humain. Quant à l'acharnement des coups qu'il y a eu, je trouve qu'il fait vraiment preuve d'une énorme colère, d'une véritable rage. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui colle avec juste la théorie de tuer quelqu'un pour toucher son héritage. Il n'y avait pas besoin d'autant abîmer les corps. Mais là, il y a quelque chose, une vraie colère qui transparaît, je trouve, dans la brutalité de l'attaque. Ça expliquerait aussi pourquoi la belle-mère était autant détestée depuis tout ce temps et pourquoi est-ce qu'elle a été tuée de la même manière, en imaginant que potentiellement elle était au courant de ce qui se passait, de ces fameux incestes, et qu'elle n'ait rien fait. Ça aurait vraiment exacerbé la haine des deux jeunes femmes contre elle. Et enfin, selon cette théorie, on comprendrait mieux pourquoi la jeune domestique Bridget Sullivan a décidé de couvrir les crimes de Lydie et de ne pas la faire inculper. Mais bon, voilà, je vous ai raconté ça parce que je trouve que c'est une hypothèse intéressante. Il y en a tout un tas d'autres que vous pouvez retrouver sur internet. Peut-être que vous-même, vous avez vos propres hypothèses. N'hésitez pas à me les partager, dites-moi ce que vous pensez de celle-ci. Personnellement, je la trouve vraiment très intéressante. Je trouve que ça colle bien, mais je dis pas du tout que c'est vraiment ce qui s'est passé parce que j'y étais pas. Je sais pas comment les choses se sont déroulées, donc je suis pas de médium, je suis pas devin. Je peux pas dire ce qui s'est réellement passé dans cette maison ce jour-là. Mais en tout cas, je trouve que il y a une vraie cohérence en fait entre tous ces éléments et cette version-là s'emboîte plutôt bien. Ce qu'il reste aujourd'hui de tout ça, c'est une histoire qui a vraiment énormément marqué les États-Unis, mais même le monde entier. C'est vraiment une histoire très connue en criminologie. Faut savoir que la maison où se sont déroulés les crimes, qui se situait autrefois au 92 Second Street, elle existe toujours, elle a été rénovée, elle a été transformée en une maison d'hôtes et un musée aussi en rapport avec les meurtres de Lizzie Borden. Et si vous voulez, si vous êtes assez courageux, vous pouvez même apparemment dormir dans la maison, notamment dans la chambre où Abby a été assassinée. Il y a bien évidemment énormément d'œuvres qui ont été faites suite à cette histoire. Je sais qu'il y a eu plusieurs films, il y a eu une série, il y a eu des documentaires, il y a eu plein de choses, même des paroles de chansons, etc. C'est vraiment quelque chose... Lizzie Borden, c'est une figure qu'on retrouve dans plein d'œuvres particulières. Il y a beaucoup de références qui lui sont faites. Et puis pour ceux qui suivent American Horror Story, je pense que vous vous en êtes forcément rendu compte, le personnage de Grace qu'on voit dans la saison 2 Asylum est totalement inspiré de l'histoire de Lizzie Borden. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Lizzie Borden ou si vous la découvrez aujourd'hui. Et puis si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.